les entretiens du marquis. Bonjour à tous. Agression trogneux, divine surprise pour le pouvoir ou confirmation de sa propre impuissance. Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de faire ce travail de réinformation à l'aide des merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur Voilier56 et Eric, le français d'Ardèche, France ardéchois. Merci à eux. Et je tenais aussi à vous remercier pour tous vos gentils messages, les pouces levés, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Merci, merci encore. Il faut se battre, il faut pousser. Le gouvernement Macron n'est pas aussi bien qu'il est en train de le dire. Et je le montrerai à l'intérieur de ce journal. On va revenir sur une photo que vous adorez. Oui, alors, on reste bien assis. Cette photo, elle résume un peu Emmanuel Macron. Je vous l'ai présenté hier, hein, sa suffisance, son arrogance. Certains y ont vu parce qu'il y a une marque dans le cou, le port d'un masque. Non, non, c'est pas le port d'un masque. Ça m'arrive moi aussi quand j'ai un col fermé. Et ça, manifestement, il avait une chemise ou un col de chemise trop fermé avec sa cravate. Et ça a dû faire ce genre de choses. Certains m'ont aussi dit que cela pouvait être une opération de chirurgie esthétique. Ah, là aussi, ce serait une piste intéressante. En tous les cas, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les écrire en dessous de la vidéo. Il y a quelque chose que j'attendais, c'était la satisfaction des Français suite au message présidentiel. Eh bien, je l'ai cherché vainement, il n'est nulle part. Nous avons eu à la place un sondage sur BFM TV. 68% des Français estiment que le terme méprisant s'applique bien à Emmanuel Macron. Néanmoins, il reste 32% de Français qui pensent que ce terme s'applique mal à Emmanuel Macron. Ce qui est très curieux, c'est que le président de la République a donné une idée du mépris. C'est celui qui ment aux Français. Et comme nous l'avons attrapé des milliers de fois en train de mentir, lui-même se définit comme méprisant. Et malgré tout, certains disent « Ah non, cela s'applique mal à Emmanuel Macron ». Ces Français ont un problème avec la vérité, ont un problème avec la parole donnée. Ils sont prêts à supporter quelqu'un qui les trompe. Déduisez ce que vous voulez. Quand on interroge les spécialistes de la communication, et même ceux qui travaillent autour de l'Élysée, ils vous disent que cette interview a été une véritable catastrophe. Emmanuel Macron n'a pas su répondre justement sur ce terme méprisant. Il s'est enferré. Ils disent même qu'il va falloir rattraper la mauvaise image qu'il a donnée. Alors, si on se souvient des dernières prestations du chef de l'État, c'est ce qu'ils ont dit également. Macron s'enfonce, s'enfonce. Et cela se voit d'ailleurs par l'audiométrie. Les Français n'écoutent plus Emmanuel Macron. Il n'y avait plus que 6 millions, c'est-à-dire le petit carré de macronistes. Et comme de nombreuses affaires vont commencer à sortir sur la Macronie, eh bien, Emmanuel Macron a intérêt à sortir les rames. Et notamment cette histoire qui a été donnée par le Canard enchaîné et qui a quand même bien fait rire les spécialistes. Marlène Schiappa a tapé l'incruste lors du sommet Schulz-France à Versailles pour accueillir Macron dès son arrivée au château. Loupé, le responsable du protocole de l'Élysée l'a fait déguerpir. Vous imaginez qu'elle a été chassée, une secrétaire d'État. Alors, je lis bien, elle est secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et de la vie associative. Marlène Schiappa, ça a été un des piliers de la Macronie depuis le début. Il y a de nombreux clichés qui la présentent très complice avec le chef de l'État, hein, comme le cliché que je vous montre. Et c'est cette même Marlène Schiappa qui a avoué qu'elle pensait très fortement à Emmanuel Macron sous la douche. Eh bien là, l'amour est terminé entre les deux. Emmanuel Macron ne veut plus être vu en sa compagnie. Alors, quelles sont les raisons? Est-ce que c'est ces poses suggestives dans Playboy? Non, je crois que c'est bien plus grave que cela. C'est l'affaire du fonds Marianne. Gilbert Collard nous explique le dossier de candidature de l'association qui a reçu la plus grosse subvention du fonds Marianne, appelé autrefois Samuel Paty, normalement ce fonds était destiné pour lutter contre le fanatisme religieux. 350 000 € donc reposent sur un document Word d'une page comprenant cette phrase. En un mot, corruption, point d'interrogation. Et la source, c'est Mediapart. Fabrice Arfi de Mediapart révèle aussi que les associations les plus qualifiées dans cette partie pour lutter contre le fanatisme et pour défendre la laïcité ont été écartées du projet.
Comment s'en étonner lorsqu'on voit qu'il y a Conspiracy Watch de Rudi Reichstadt et qui a un but, taper sur les opposants politiques d'Emmanuel Macron. Lorsqu'on vous dit que c'est un scandale qui pourra aller très loin et que s'il explose, Macron risque d'être éclaboussé, c'est la vérité. Alors Emmanuel Macron, vous avez bien compris, il met un cordon sanitaire entre lui et sa secrétaire d'État. Elisabeth Borne, par ailleurs, a expliqué qu'elle ne pouvait plus rester dans le gouvernement après Playboy. Est-ce que Playboy c'est pas l'arbre qui cache le scandale Fonds Marianne? C'est la thèse que nous avions d'ailleurs développée il y a quelques semaines lorsque nous avions révélé, nous étions proches du 1er avril, que Marlène Schiappa avait posé dans Playboy. Ils sont tellement tordus au niveau de la communication que cela ne serait pas impossible. Quant à Elisabeth Borne, puisqu'on parle d'elle, c'est une première ministre investie, elle prend des décisions d'une importance capitale, comme le montre cette décision absolument hallucinante. Ils ont aménagé le code du travail pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'eau chaude l'eau chaude au niveau des sanitaires et des lavabos. Et cela concerne qui, demande l'excellent journaliste de Boulevard Voltaire avec ironie. Employeurs privés et publics, travailleurs, fonctionnaires, agents publics, militaires, auxquels s'applique la 4e partie du Code du travail relative à la santé et à la sécurité des travailleurs. Bref, et pour faire court, tout le monde qui bosse. Tout le monde a l'eau froide. Ce que l'on peut dire de tous ces hauts fonctionnaires autour d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron, c'est qu'ils n'ont pas inventé l'eau chaude. Mais ce qu'il y a de très inquiétant, c'est la dérive. Ils sont prêts à prendre ce type de mesures. Quelles sont les mesures suivantes? Nous obliger à prendre des douches froides? Ils vont mettre des caméras dans notre cuisine pour vérifier qu'on utilise bien l'eau froide? Ils sont extrêmement dangereux. Et lorsqu'on pointe leur dérive, ils nous expliquent complotisme. Ce n'est pas vrai, c'est du complotisme. Ah oui? Eh bien, regardons un petit peu le tweet de Philippe Murer. Des complotistes parlent de passe carbone, mais non la Croix, ce sont BFM et le Parisien qui l'évoquent. Et oui, c'est là où on n'en revient pas. Depuis des mois, les services européens, les journalistes nous expliquent qu'il va falloir faire preuve de sobriété énergétique et qu'il va falloir mettre en place le passe carbone. Je me rappelle Laurent Geoffrin qui vantait le passe carbone sur CNews. Eh bien, pour ces journalistes, lorsque vous citez leurs confrères, vous êtes un complotiste. On a bien compris ce que c'était que le complotisme. Lorsque vous êtes contre le passe carbone, que vous critiquez la politique du gouvernement, vous êtes un complotiste. Lorsque vous êtes Laurent Geoffrin, vous êtes un journaliste du Parisien ou de BFM et que vous appelez de vos voeux un passe carbone, là, vous n'êtes pas un complotiste. Un complotiste, c'est donc celui qui critique le gouvernement. Ce deux poids deux mesures est tout à fait insupportable. Et surtout, qu'est-ce que cela montre? C'est qu'il y a un délit d'opinion. Et dans quel pays? Type de pays, plus exactement, de régime, il y a des délits d'opinion. Je crois que vous avez la réponse. Puisqu'on parle de tyrannie, voyons ce qui se passe avec l'article 40 et la loi que veut faire voter le groupe d'Elliott, rejoint par la France Insoumise et le Rassemblement National et de très nombreux LR, pour abroger la réforme des retraites. Normalement, cette proposition de loi doit être votée le 8 juin. Ce matin, en ouvrant mon ordinateur, je trouve une alerte info. Attention, les Elliott ne pourront pas présenter leur projet de loi. Il ne sera pas mis dans le planning. Ça, j'avoue que c'est un coup de force, c'est encore un élément de tyrannie. Je cherche un petit peu dans tous les médias, je ne trouve rien. Je dis, mais d'où cela vient? Cela vient des macronistes qui ont expliqué que si on votait le 8 juin pour abroger la loi sur la réforme des retraites, eh bien, ça ne respectait pas la Constitution, que c'était un acte tyrannique. Vous imaginez un macroniste qui nous explique qu'on ne respecte pas la Constitution après ce que nous avons vécu avec les 49.3, avec les coups de force, avec tous les articles qu'ils ont utilisés pour faire passer une loi dont les Français ne veulent pas. C'est une vaste blague. Alors, je suis allé un petit peu chercher, essayer de comprendre, puisque cette loi, il faut savoir, elle a été acceptée en commission, et donc elle est prévue le 8 mai. Nicolas Dupont-Aignan, qui était présent au sein de l'Assemblée nationale, nous dit « Tous les députés doivent se mobiliser le 8 juin. Le texte proposé par le groupe Elliott
afin de rétablir l'âge de départ à la retraite à 62 ans est bien inscrit, contrairement à ce qui a été dit, à l'ordre du jour. Les tentatives de la Macronie de le rendre irrecevable ont toutes échoué pour le moment. Mais les députés Renaissance ne s'avouent absolument pas vaincus. Ils essaient de faire en sorte qu'il y ait une nouvelle commission qui rejette la proposition de loi du groupe Lyotte. Le seul ennui, ce n'est pas à une commission de juger de la recevabilité de cette loi, c'est au président de la commission des finances. Et le président de la commission des finances, c'est Éric Coquerel, député de la France insoumise. Les groupes gouvernementaux tentent d'empêcher par l'article 40 le vote sur la proposition de loi du groupe Lyotte pour abroger la retraite à 64 ans. Ces groupes gouvernementaux peuvent décider de laisser le débat vivre et le vote se faire, comme ce fut le cas pour d'autres lois de la même sorte, les PPL, par le passé. S'ils me saisissent sur la recevabilité financière, il appartiendra à moi et à moi seul de répondre en tant que président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Voilà, donc le coup de force consisterait à phagocyter Éric Coquerel. Maintenant, sur la recevabilité, il se trouve que les Lyotte ont expliqué qu'il y avait une compensation financière, une augmentation sur les taxes sur le tabac notamment, et que donc l'article 40 ne s'appliquait pas à leur loi. Le gouvernement est prêt à tout, et c'est ça qui est un petit peu inquiétant, parce qu'on l'a vu par le passé, il n'hésite devant rien. Et dans toutes ces circonstances que je vous ai données, ce qu'il n'y a pas, la catastrophe médiatique d'Emmanuel Macron, les Lyotte, nous avons l'affaire Trogneux. Alors, est-ce que c'est une divine surprise pour le gouvernement? Parce que nous avons un narratif. Ils sont en train de nous expliquer que l'extrême droite et l'extrême gauche, ce sont des groupes extrêmement violents et que donc il n'y a que la Macronie qui peut gérer le pays. C'est un narratif qu'on entend depuis 7 ans qui est complètement creux. Et il y a l'affaire Trogneux au milieu. Et il y a certains rebondissements à l'intérieur. Alors on va d'abord voir en quoi consiste cette histoire. Jean-Baptiste Trogneux, le petit-neveu de Brigitte Macron, a été agressé à Amiens dans la soirée du lundi 15 mai après l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1, a appris France Bleu Picardie auprès du père de la victime. Il a été frappé au sol par plusieurs personnes, 8, dont 2 jeunes filles, devant la chocolaterie de Jean Trogneux, dont il est un des responsables et qui est bien connu des Amiénois. Une quarantaine de manifestants étaient là après l'allocution du président sur TF1, raconte le père de Jean-Baptiste, Jean-Alexandre Trogneux, à France Bleu Picardie. Il y en a eu une dizaine qui se sont jetés sur lui en le reconnaissant. Ils l'ont tabassé avec énormément de coups au visage, détaille-t-il. On va commencer par dire que ce pauvre Jean-Baptiste Trogneux, c'est la double ou la triple peine. Vous imaginez être de la famille d'Emmanuel Macron? La honte! Votre tante qui a détourné un élève, oui, c'est vraiment une double ou triple peine parce qu'en plus, vous devez endosser les actes de gens qui vous causent plus de tort qu'à quiconque. Qui peut se vanter en effet d'avoir ces 2 gens bizarres comme parents à l'Élysée? Quant à ceux qui ont agressé Jean-Baptiste Trogneux, qui l'ont mis à terre, qui lui ont donné des coups au visage, dans les mains, alors qu'ils étaient 8, honte à eux. Honte de frapper quelqu'un à terre. Honte de frapper à 8 une seule personne. Mais qui peut faire cela? Bon, on a bien compris, ce sont des gens qui sont des voyous. Et d'ailleurs, c'est prouvé par la police qui nous dit que certains sont sous curatelle ou sont connus défavorablement des services de police. Et ce sont des militants de la France insoumise, c'est l'extrême gauche. Et là, on se dit, aïe, 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 la divine surprise pour le chef de l'État, puisqu'il a déjà dénoncé la violence de l'extrême droite, vous savez, et maintenant, c'est la violence de l'extrême gauche. Cela vient donc nourrir son narratif. Emmanuel Macron n'a pas pu s'empêcher de l'ouvrir. Emmanuel Macron a dénoncé ce mardi soir 16 mai l'agression inacceptable et inqualifiable d'un petit-neveu de sa femme, Brigitte, survenue lundi soir. Ce sont des actes inacceptables et inqualifiables, a-t-il martelé à son arrivée à un sommet du Conseil de l'Europe en Islande. La violence n'a pas sa place en démocratie. Aucune forme de violence ne se justifie, a-t-il affirmé. C'est comme pour les mensonges. Emmanuel Macron, c'est celui qui a réprimé violemment les manifestants, c'est celui qui a nassé les gilets jaunes, c'est celui qui utilise la violence symbolique envers l'ensemble des Français et qui nous explique qu'aucune forme de violence ne se justifie.
Il se trouve, dans une certaine mesure, pris à son propre piège. Et j'ai surtout vu, quel que soit d'ailleurs le bord politique, des gens lui rappeler ses propres actions. Loin d'être un avantage pour lui, eh bien, on a ce genre, par exemple, de tweets. Je réprouve la violence, et notamment les 1389 agressions physiques perpétrées chaque jour, sur plus de 15 ans, en France, dans l'indifférence totale d'un pouvoir politique qui laisse faire. Le neveu du président s'ajoute aux 1388 autres victimes hier. Et il faudrait bien sûr avoir une pensée pour tous ces commerçants qui se font agresser chaque jour dans l'indifférence des pouvoirs publics. Le ministre, le garde des Sceaux, nous explique qu'il faut combattre le sentiment d'insécurité. On est véritablement dans un système orwellien, nous avons une ultra-délinquance et les pouvoirs publics ne font strictement rien. Et le président de la République est capable seulement de sortir de sa réserve lorsqu'il s'agit d'un membre de sa famille. C'est honteux, comme si les autres Français n'avaient pas le droit à sa pitié. Lorsqu'on disait qu'il était méprisant, c'en est encore une très bonne illustration. D'autant plus que nous avons appris un fait divers qui montre véritablement le laxisme des services judiciaires. En effet, le principal suspect de la fusillade de Villerupt, Meurthe-et-Moselle, a été interpellé hier et placé en garde à vue. Regardons son profil. L'individu, visiblement multirécidiviste, compte 140 mentions judiciaires. Vous entendez, visiblement multirécidiviste, compte 140 mentions judiciaires. Ce dernier, né en 1985, a multiplié les allers-retours en prison depuis ses 16 ans et a été cité dans 140 affaires. Quelles sont les véritables priorités d'Emmanuel Macron ? Ce n'est certainement pas de protéger les Français. Par contre, de faire de l'éducation sexuelle dans les écoles, ça c'est une priorité et nous avons un scandale qui est assez inouï. Nous sommes dans la prestigieuse école alsacienne où les enfants de Pape Diaye suivent leur scolarité. Il y a certainement un lien et voilà ce que nous apprenons. Les parents sont choqués et en colère face à ce qu'ils qualifient de propagande en faveur du militantisme trans. Des parents se sont par la suite ouverts à l'Observatoire du décolonialisme, un collectif d'universitaires regroupés autour de la défense de l'universalisme dans l'enseignement. Les élèves ont par exemple été invités à s'exprimer sur leur représentation du masculin et du féminin. Quand un intervenant explique qu'aujourd'hui des hommes peuvent être enceints, des élèves ont protesté avant d'être sèchement recadrés par les intervenants. Ils ont accusé les enfants d'être transphobes, se plaint un parent d'élève. Ce qui me frappe, c'est l'intolérance de ces gens qui étaient là pour prôner au contraire la tolérance. Eh bien, c'est en même temps macroniste. Sous couvert de tolérance, il y a une sorte de peste intolérante qui est en train de s'installer, reconnaît le président de l'association des parents d'élèves de l'école alsacienne. C'est tout le principe de la LGBT. Ils vous parlent de tolérance et ils sont en train d'imposer des valeurs qui ne sont pas partagées par le plus grand nombre. C'est la définition de quoi quand un groupe essaie par la violence, l'intimidation, d'imposer ses propres valeurs. Je crois que ça a un nom et qui nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Et quand des Français se dressent contre cette propagande, ils sont accusés, bien sûr, d'être de l'ultra-droite. Un atelier animé par des drag queens perturbé par l'ultra-droite en Bretagne. La banderole à nos enfants, inculquer nos racines, pas les drag queens. Et ça, c'est l'ultra-droite. Hein. Ah oui, je pense que 80% des Français sont d'ultra-droite, à mon avis. Et c'est peut-être là tout le problème. Aujourd'hui, nous ne sommes plus représentés par nos députés, par les gens qui siègent à l'Assemblée. Et d'ailleurs, quels sont les contrôles lorsque ces gens se présentent ? Parce que cela fait quand même quelques dossiers. J'ai parlé d'ailleurs du député de la France Insoumise, Carlos Martins Milongo. On apprend qu'il a bénéficié d'un logement social qu'il sous-louait à sa sœur alors qu'il était propriétaire de 2 appartements. Des escrocs notoires. Il n'y a pas une autorité, notamment de la transparence, pour vérifier ce genre de choses. Pourquoi bénéficie-t-il comme cela d'une certaine impunité ? Et remarquez bien que Bilongo tombe maintenant alors qu'il y a la loi sur la retraite. Il y a des hasards. Enfin, passons. Je voudrais terminer ce journal sur le ministre
de la santé, réintégration des soignants non vaccinés, François Braun, il faut tourner la page de cette période Covid-19, passons à autre chose, comme l'a dit l'OMS, ce n'est plus une urgence de santé publique. Voilà, c'est la défaite des docteurs Marty, de Raphaël Enthoven, de Mathias Vargon. Ils ont perdu, leur propre chef leur dit de se calmer. Mais nous savons, parce qu'il y a des groupes de victimes qui sont organisés, je pense notamment à Marc Doignier, que la page ne pourra se tourner lorsque les principaux responsables de cette gabegie financière, les responsables des politiques sanitaires liberticides, finiront devant les tribunaux. Voilà, si vous avez aimé ce journal, n'hésitez pas à le soutenir, à le diffuser sur d'autres réseaux sociaux, à lever le petit pouce bleu. Je vais faire une page internationale dans une deuxième partie, parce que si je l'accroche, je ne suis pas sûr que mon journal pourra être vu. Voilà, une deuxième partie dans quelques instants. Merci à tous et à tout de suite.